Il y a des liens au sein du corps sur lesquels on peut jouer. C'est ça aussi l'idée, c'est on se renforce quelque part pour produire un effet ailleurs. Tout à fait, donc le corps c'est un tout, donc le cerveau dépend de l'intestin fait travailler le cerveau, la thyroïde a un effet sur le cerveau, et en fait tous les systèmes sont interconnectés, et si on a une déficience quelque part, on a moins de défense. Par exemple, si on est hypothyroïdien, on a plus d'infections. Si la flore intestinale est mauvaise, eh bien on a également moins d'infections. L'immunité se dérègle, mais dit auto-immune, donc c'est très important que tous les systèmes du corps soient en harmonie et soient optimalisés. Alors moi je dirais pas stimuler, je dirais optimaliser l'immunité. Ne pas avoir de carences qui font qu'on est en sous-immunité, qu'on décède du Covid par exemple. On a tendance, Dr Vanken, à être en sous-immunité. Si on prend une photographie globale de la population, c'est pas la chose que l'on va stimuler en premier peut-être? On n'y pense pas parce que c'est peut-être trop simple, notamment la vitamine D qu'on abordera plus tard. Le zinc, il y a également beaucoup de gens qui sont actuellement dans des problèmes de burn-out, donc une insuffisance surrénalienne ou une insuffisance thyroïdienne, qui fait que les gens ont une moins bonne immunité. C'est ça, c'est pas la première chose à laquelle on pense, docteur. Oui, et pourtant c'est très fréquent. On voit que les carences en vitamine D dans notre pays, dans les pays nordiques, sont très fréquentes parce qu'on n'a pas assez de soleil. Et quand on va au soleil, on met des crèmes qui ne permettent pas de faire de la vitamine D au niveau de la peau. Donc ces carences sont fréquentes et ce n'est pas seulement la vitamine D, c'est le zinc parce qu'on mange mal, parce qu'on mange pas assez ou pas les bons aliments. Et donc notre souci, c'est de dire à la population entière que tout le monde essaie d'améliorer leur immunité, d'optimiser leur immunité en prenant des suppléments de zinc et de vitamine D par exemple, mais il y en a aussi d'autres. Très concrètement, renforcer son immunité, ça veut dire quoi? Ça veut dire renforcer les cellules qui permettent de combattre d'éventuelles infections dont vous parliez tout à l'heure. Oui. C'est leur donner plus d'armes? Oui, par exemple, prenons l'exemple du zinc. Presque pour n'importe quelle infection virale, il a été démontré, au moins dans des études en laboratoire, qu'elle peut freiner la prolifération de ces germes. Donc, le zinc peut stimuler l'immunité à tous les niveaux. Il a une glande ici qui s'appelle le thymus. Les sécrétions du thymus, les cellules du thymus peuvent être stimulées. Et il y a d'autres niveaux aussi du corps, au niveau de l'intestin, etc. Donc, quand on donne un supplément, on peut, avec certains en tous les cas, avoir une amélioration globale qui vraiment peut être intéressante. Et les premières études, justement dans le Covid-19, l'ont démontré que c'est déterminant. Docteur Résimond, c'est relativement récent, cette idée de considérer qu'on ne doit pas forcément traiter la partie du corps qui est malade directement, qu'on peut aller jouer sur d'autres. Ça s'applique à plus ou moins tout. C'est vraiment l'idée de voir là, il y a une nouvelle maladie, le Covid-19 qui apparaît, sur quoi est-ce qu'on va pouvoir jouer pour tenter de trouver une solution? C'est-à-dire que, bon, déjà, Hippocrate avait dit l'alimentation, c'est la première médecine. En fait, on sait que pendant l'intestin, c'est à peu près 80% de défense immunitaire. Et on sait maintenant que 80% de monsieur, madame, tout le monde a des problèmes intestinaux, de dysbiose, donc des crampes, des ballonnements, parce qu'ils mangent du gluten, parce qu'ils mangent mal, parce qu'ils mangent trop de sucre, etc. Et donc ces gens-là sont en sous-immunité. Donc s'ils attrapent un virus, une bactérie ou un Covid, ils risque d'y rester beaucoup plus vite que quelqu'un qui a une bonne intestin. Alors je vous raconte une petite histoire vécue pour vous donner un exemple. En février, j'ai un copain anesthésiste de Saint-Pierre, un gros hôpital ici à Bruxelles, qui me téléphone, il me dit: Steph, on a un problème. Je dis quoi? Écoute, c'est ce nouveau virus qui vient de Chine, donc il n'y a pas encore le nom de corona. On a un problème. Certains patients rentrent en détresse respiratoire, on les intube, ils meurent quand même. Et puis je discute avec lui, il me dit que c'est plutôt les personnes en surpoids qui ont des pathologies sous-jacentes. Il me dit: tu n'aurais pas une idée de ce qu'il faudrait faire, chercher? Et spontanément, c'était en février, vous imaginez, c'était il y a longtemps, je lui dis: écoute, dose un peu la DHEA, le zinc, la vitamine de ces patients-là. Il me dit: Steph, on n'a pas le temps de faire ça. Ok. Eh bien, les études, il y a 4 ou 5 études qui ont prouvé par la suite que la vitamine D était déterminante. C'est peut-être, le taux de vitamine D est peut-être le point le plus important dans la mortalité par Covid. Donc en gros, quelqu'un qui a un bon zinc, une bonne vitamine D et une bonne DHA, on ne va pas trop parler d'hormones aujourd'hui, eh bien ces patients-là ne savent quasi pas mourir de Covid. Or, dans les patients qu'on voit arriver tous ici, tous les jours, il y en a 1 sur 10 qui a une vitamine D bien dosée, il y en a 1 sur 10 qui a un zinc bien dosé, les plus de 45 ans, ils devraient être tous être sous DHA, il n'y en a pas, ou quasi pas. Donc c'est scandaleux, je trouve. Comment on peut se rendre compte si on est en sous-immunité? C'est quoi les petits trucs qui peuvent éventuellement alerter C'est le fait que le patient raconte des histoires d'infections à répétition, d'infections traînantes, mais également, malheureusement, ça doit passer par une biologie, une prise de sang. Mais
on vit en Belgique tout habillé, donc c'est normal, 100% des personnes vivant dans des pays comme le nôtre sont en carence en vitamine D. 80 à 90% des personnes sont en carence en zinc actuellement. Et quasi 100% des plus de 50 ans sont carencés en DHEA. Je donne 3 exemples, mais je pourrais parler de beaucoup d'autres phénomènes. Ça fait, effectivement, ça permet de se rendre compte peut-être de façon un peu plus importante. Dr Wangen, c'est ce qui a été très vite mis en avant aussi par les autorités, c'est l'importance des gestes barrières, de l'hygiène des mains. Alors ça peut paraître tout à fait terre à terre et tout à fait basique, mais c'est aussi une des premières défenses contre les maladies, simplement une hygiène basique des mains. Oui, bien, écoutez, la santé publique est devenue ce qu'elle est grâce à l'hygiène. L'hygiène a permis le monde que l'on vit actuellement, donc c'est clair que les gestes barrières ne doivent pas être abandonnés et doivent continuer. Et de façon, de nouveau, très terre-à-terre, très concrète, c'est quoi? C'est réussir à éliminer au maximum le nombre d'infections possibles et le nombre d'agents infectieux, tout simplement se laver les mains. Éviter la contamination. Donc bien se laver les mains, en présence de personnes de manière rapprochée, utiliser le masque pour protéger les personnes vulnérables. Parce qu'il y a encore beaucoup de personnes vulnérables qui notamment ne prennent pas assez de vitamine D, ne prennent pas assez de zinc ou même la DHEA, ce qui fait qu'ils ont une immunité déplorable. Et voilà, c'est notre devoir aussi de les protéger, puisque maintenant vous nous donnez l'occasion d'informer les gens, c'est le bienvenu. Docteur Hertog, l'idée, ça vous est venu dès le début de la crise de se dire il faut peut-être aussi aller alerter les gens là-dessus sur l'importance de l'immunité et de la prévention. Oui, dès le début en fait de la crise, j'ai même contacté un très haut responsable politicien pour l'informer qu'en fait il faut stimuler l'immunité. Au début j'ai surtout parlé de mettre le port du masque, qui est quand même assez important et qui est une barrière qui n'était pas entrée dans la tête, je dirais, des politiciens. Et j'ai fait des vidéos YouTube à ce sujet et je crois qu'aussi Stéphane Rizimon l'a fait également. Et nous avons essayé d'alerter et nous avons chaque fois ajouté dans ces vidéos qu'il fallait aussi améliorer l'immunité en donnant des suppléments nutritionnels notamment, pas uniquement la vitamine D et le zinc, comme dans notre lettre ouverte que nous avons envoyée aux politiciens la semaine passée et où il y a quand même 55 médecins là-dedans et presque une centaine en tout de professionnels de la santé. Nous avons vraiment vu les alerter qu'il y a des petits pas, il y a 5 petits pas qu'on peut faire qui peuvent vraiment améliorer l'état du Covid en fait sur l'ensemble de la population et nous pensons que réellement que l'application par la population entière de ces principes peut vraiment aider et si je peux les énommer, c'est entre autres une supplémentation en zinc, une supplémentation en vitamine D, mais également manger mieux comme le docteur Rizimon l'a dit, c'est très important qu'on ait une bonne alimentation, c'est un peu notre premier médicament quoi. Et les études ont montré qu'il y a moins d'infections chez ceux qui mangent mieux, c'est-à-dire des fruits, légumes frais, de la viande et du poisson, je dirais cuite à basse température. Et on a donc les preuves scientifiques. Il y a aussi une chose à laquelle on n'a pas pensé, il y a même une autre chose également, mais qui est dans notre lettre ouverte, c'est que l'humidité de la pièce est très importante. Si vous avez 50% d'humidité, vous avez une muqueuse qui est vraiment imperméable, je dirais pratiquement, qui est bien épaisse, qui se défend bien contre les virus. Et que, donc dans les voies respiratoires, il est difficile que le virus pénètre et d'autres maladies infectieuses. Et donc, si on est à 20% ou 30% d'humidité, comme c'est dans les pièces qu'on chauffe, lorsqu'on chauffe ici sans humidification, alors il y a une propagation du virus beaucoup plus importante et également une survie du virus qui est 7 à 10 fois plus importante. Donc, une semaine après, le virus reste sur des surfaces, par exemple. Donc, c'est aussi important d'avoir une bonne humidité et ni trop, parce que trop, ça donne d'autres problèmes de champignons. Donc 50% est l'idéal et on peut mesurer ça par un hygromètre. Mais il y a aussi par exemple des mesures comme plus chaude est la pièce, moins le virus se propage. Donc plus le virus meurt en fait. Et donc le froid intense est mauvais. Juste cette lettre ouverte que vous avez envoyée aux politiciens, elle est effectivement signée par toute une série de professionnels de la santé, ce que vous avez appelé le Covid-19 Prevention Group. C'est qui et c'est quoi
C'est quoi l'idée? C'est vraiment de se dire, là, il y a encore une petite sonnette d'alarme à tirer? Oui, je dirais que c'est la grosse sonnette d'alarme actuelle qui n'a pas été sonnée, ou pas assez, en tous les cas, pas de façon évidente, et qui dans d'autres pays justement est sonnée. C'est que nous avons des moyens autres que seulement le vaccin, autres que simplement se confiner, qui permet peut-être de vivre avec le virus sans confinement. Et c'est ces moyens que nous avons voulu stipuler. C'est justement ce que, pour terminer, avant de faire une première pause, Dr Résimond, c'est là, le Dr Hertog parlait de vaccin. L'avantage aussi, c'est que l'un ne remplace pas l'autre, évidemment. Par contre, renforcer son immunité, ça permet de renforcer les effets futurs du vaccin? Oui, voilà, on sait très bien qu'un vaccin marche beaucoup moins chez les personnes âgées. Enfin, les vaccins qu'on connaît jusqu'à présent, celui-ci est tout neuf, donc on n'a pas d'expérience du tout, et même, je dirais, pas assez, puisque on met sur le marché un vaccin qui a quasi pas été testé, ce qui est, enfin bon, ouais. Et on sait maintenant que ces personnes âgées, le vaccin prend beaucoup moins bien. Même le vaccin de la grippe, si quelqu'un a 80 ans, il prend moins bien que chez quelqu'un qui a 30 ans. Pourquoi? De nouveau, parce que la personne âgée a un intestin qui absorbe moins le zinc. Le zinc est un stimulant de l'immunité engendrée par un vaccin, et plus un tas d'autres choses qui font que le vaccin ne prendra éventuellement, si les gens acceptent de se faire ce vaccin, que s'ils ont des bons taux sanguins de ceci, de cela, donc ça peut être zinc, ça peut être polyphénol, ça peut être hormonaux également. Donc c'est vraiment l'idée de, entre guillemets, enfin si je caricature, je pense, mais c'est renforcer les récepteurs. C'est une fois qu'il faut, comme ça, le vaccin agira mieux sur ce qu'on a pu renforcer à l'intérieur du corps. Les globules blancs mémoire, c'est éprouvé, on a vraiment une efficacité bien plus important d'un vaccin quand les globules blancs sont en bonne santé, globules blancs qui viennent entre autres du thymus. Et donc, si le patient à 70-80 ans est en déficit en ça, le vaccin va avoir une efficacité qui va être bof. Peut-être si je peux intervenir, le vaccin, comment fonctionne-t-il? Il fonctionne en stimulant des cellules qui sont appelées les lymphocytes B à produire plus d'anticorps. Ces anticorps sont des petites protéines qui abîment ou détruisent le germe. Et c'est justement cette production d'anticorps qui est plus forte lorsqu'on a des très bons taux de zinc et de vitamine D et autres. C'est Dr Wangen, pour terminer là-dessus, par rapport à ce qui peut se faire à l'étranger, c'est des techniques, des trucs et astuces, entre guillemets, il y a une intention qui est poussée sur l'immunité et sur la prévention dans les autres pays, plus que chez nous peut-être? Pas tellement, non, pas tellement. Non, pas vraiment. Donc moi je trouve ça vraiment important de le mettre en avant, que nous avons la possibilité d'agir de façon peu chère et facile. Je peux peut-être intervenir. En fait, en Angleterre, il a été décidé que tous ceux qui sont les plus à risque de Covid-19 reçoivent de la vitamine D. Et il y a aussi une étude qui mène en cours sur 5000 personnes et qui va essayer de démontrer si on donne plus ou moins de vitamine D, si ça va avoir un effet au niveau du Covid-19. En Écosse, c'est pour toute la population que c'est gratuit, la vitamine D. Et en Suisse, ils sont aussi bougés. En Suisse, ils ont commencé à recommander à la population de prendre des suppléments de vitamine D. Et l'Académie royale de médecine de France a en mai proposé que, en tout cas, ceux à risque prennent de la vitamine D. Donc ça commence quand même à être un peu international. Petit à petit, ça commence à prendre également à l'étranger. Première pause dans cette émission juste après. Quelles sont les possibilités à appliquer dans la vie de tous les jours pour renforcer son immunité? Le Covid-19 Prevention Group en propose 5 dans une lettre ouverte. On les passe en détail juste après ceci. À tout de suite. Du Pour Info qui se penche aujourd'hui sur la prévention, sur l'immunité comme arme supplémentaire, comme adjuvant pour lutter dans le cadre de l'épidémie de Covid-19. Dr Thierry Hertog, c'est vraiment ça l'idée. Comme on le disait en première partie, l'idée n'est pas d'essayer de trouver des remèdes qui n'existent pas encore. C'est l'idée de se dire, voilà ce sur quoi on peut jouer pour renforcer son immunité, et donc c'est un adjuvant. C'est pas l'immunité qui à elle toute seule va permettre de tuer le virus, mais elle permettra d'améliorer les effets d'éventuels autres traitements.
Tout à fait. Et en fait, l'idée, c'est aussi de pouvoir prévenir que quand vous rentrez en contact avec des personnes qui ont le Covid-19, vous attrapez moins facilement l'infection, donc vous ne serez aussi pas positif parce que vous n'avez pas, et également que si vous l'attrapez, elle soit une forme atténuée. Et en fait, les études l'ont déjà montré, et moi je l'ai vu aussi de ma patientèle. Pourtant, il ne faut pas être fanatique. J'ai eu un patient récemment où ça s'aggravait, et il prenait des hautes doses de vitamine D bien plus élevées encore qu'on le préconise, mais ça n'a pas suffi, et j'ai dû quand même passer à des antibiotiques. Donc c'est exceptionnel en fait dans notre patientèle, mais je l'ai quand même fait parce qu'on n'est pas des fanatiques, on veut utiliser tout ce qui peut aider le patient. Très concrètement, là vous proposez 5 mesures notamment. Les premières, c'est une histoire de complément alimentaire, augmenter, comme on le disait tout à l'heure, le zinc et la vitamine D. Oui. Pourquoi le zinc, pourquoi la vitamine D? Alors, la vitamine D, nous proposons parce que des études ont montré qu'en effet, lorsqu'on a des taux élevés en vitamine D, on a beaucoup moins d'infections, y compris infections respiratoires, en général 50% à 70 ou 80% de moins. Donc, ce qui est vraiment important. Mais aussi, on l'a proposé parce qu'on avait déjà une étude pour le Covid-19 qui montrait, par exemple, en Espagne, que ceux qui rentraient dans ces services et qui recevaient de la vitamine D, parce qu'ils avaient un Covid-19 déjà assez grave, à ce moment-là, il y avait 25 fois moins de ces personnes qui rentraient en soins intensifs. Donc ça veut dire que la maladie s'aggravait et aucun ne mourait. Tandis que dans le groupe contrôle, 50% avaient dû aller en soins intensifs et plusieurs sont morts. Donc ça permet déjà de dire alors c'est quelque chose qui peut fonctionner avec Covid. C'est pour ça que nous avons pris ce supplément. Et aussi pour le zinc, il existait une étude qui montrait que lorsqu'on a des taux très bas, on meurt plus facilement de Covid-19, etc. Donc on pouvait déjà argumenter scientifiquement avec ça. C'est ça, il y avait peu de littérature encore là-dessus. Maintenant, il y a de plus en plus d'études qui commencent à sortir. Alors, la littérature existe depuis très très longtemps. Moi, j'ai des études qui remontent déjà au début des années 2000 concernant la mortalité par pneumonie et taux de vitamine D. Donc, c'est pas nouveau. Donc, je ne vais pas dire qu'on invente rien, mais on ne fait que reprouver ce qui a déjà été prouvé. Et pour enchaîner avec ce que Thierry dit, étude qui est sortie la semaine passée en France, on a étudié les mortalités dans les EHPAD, donc les maisons de retraite en France. C'est un collègue qui a fait ça, superbe étude. Et quand le patient est complémenté en vitamine D avant d'attraper le Covid, il y a 80% de mortalité en moins. Donc 80% de morts en moins, rien qu'avec le carnet de vitamine D. Alors si on ajoute la flore intestinale, le zinc, les hormones, on doit arriver à un taux. Et également, ce matin, en venant ici, j'entendais à la radio qu'à Hong Kong, ils étaient à la 4e vague. En fait, c'est pas une deuxième vague qu'on a maintenant. C'est un autre virus. Et quand ce virus-ci va se terminer dans quelques semaines, ce sera un autre virus qui va arriver. Donc ce Covid, il faut arrêter de dire, comme j'entends parfois dire par des experts dans des émissions télé, qu'on va l'éradiquer. On va jamais éradiquer le Covid. Jamais, jamais, jamais. Il change sans arrêt. Il y a déjà beaucoup de variants du Covid qui circulent. Donc maintenant, on a un variant 2 qui nous affecte pour l'instant. Et puis on va passer à un autre variant, Donc qu'on arrête de faire croire à la population qu'on va éradiquer cette maladie, on va vivre avec, et il faut que les patients se défendent comme ils se défendent contre les rhumes, les grippes et les autres infections, puisqu'on baigne on est entouré un bain de virus, un bain de bactéries, et on ne meurt pas de pneumonie sur une bonne immunité. Voilà. Docteur Van Kent, c'est possible, comme quand vous préconisez effectivement du zinc, de la vitamine D, c'est pas des compléments compliqués à trouver, c'est pas des compléments chers, c'est accessible à une bonne partie de la population. Je pense que c'est accessible à tous. Vraiment, c'est simple à trouver. Vous pouvez vous procurer sans prescription en plus. Donc les gens peuvent s'auto-traiter. Mais c'est quand même mieux de doser la vitamine D et le zinc et de voir avec son médecin la façon de le gérer. Oui, parce qu'il y a des possibilités ça peut être dangereux aussi si on en prend trop. Vitamine D, zinc, il faut y aller pour avoir des problèmes. Non, c'est bon. Voilà, nous proposons une dose de 6000 unités par jour, 6000 unités internationales par jour de vitamine D. Dans les lettres ouvertes. Pardon ? Pas dans les lettres ouvertes. Non, voilà. Officiellement, non. Dr Hertog, c'est compliqué. En termes de prix, c'est ça. Ça peut être quelque chose à mettre en place qui n'est vraiment pas coûteux. Donc ce que nous avons proposé, c'est quelque chose que pratiquement tout le monde dans la population peut payer lui-même ou elle-même. Donc on a calculé qu'avec un zinc et une vitamine D standard, par jour, ça coûtera ensemble
33 cents, donc un tiers d'euro. Et il y a encore des marques qui sont peut-être moins chères. Donc il a vraiment moyen de très bien se supplémenter avec des doses relativement importantes qui sont de 2 milliunités de vitamine D et zinc 20 mg élémentaires. Et ce sont des doses qui sont en principe pas toxique, c'est presque chez le cas, mais efficace quand même. Et donc, je conseille vraiment à toute la population de prendre des suppléments. L'idéal, en effet, comme le docteur Franken, c'est d'aller chez son médecin, quand même vérifier les taux. Si les taux sont très élevés, il ne faut pas en ajouter. Mais sinon, c'est avantageux de le prendre, de dire nous-mêmes, dans le cercle familial et à l'hôpital, dès qu'on rentrait en contact avec quelqu'un avec Covid-19, hop, on triplait nos doses de zinc et triplait nos vitamines D pendant 5 jours. Et en fait, chez nous, en tous les cas, personne ne s'est fait infecter, en tout cas dans ma famille, par exemple. Au-delà des compléments directs, on en trouve dans quoi le zinc et la vitamine D? Il faut, si on veut un peu adapter son alimentation pour permettre d'augmenter ses doses. Oui, dans la vitamine D, on la produit. Donc, il faut plutôt manger, je dirais, des graisses, des précurseurs de la vitamine D. On peut mieux en produire. Donc, ceux qui, par exemple, mangent très, très peu de graisse, ceux-là sont peu capable de bien produire la vitamine D. Donc rien qu'en améliorant l'alimentation, en prenant suffisamment de bonnes graisses, du jaune d'œuf, éventuellement du foie cuit à basse température, ou du beurre, mais en tout cas pas brûlé, donc pas cuit, ça peut aider. Pour le zinc, c'est plutôt, on trouve ça dans les noix, mais les noix s'absorbent mal, donc nous on propose toujours de les tremper pendant quelques heures avant de les manger, et alors c'est mieux. Et on les trouve également dans les fruits de mer, par exemple, les coquillages. Effectivement, ça fait une assez bonne transition. Ça fait aussi partie des mesures qui sont préconisées dans la lettre ouverte. C'est l'importance d'une alimentation saine. On ne le répétera jamais assez parce que, comme on le disait tout à l'heure, l'intestin, c'est le deuxième cerveau. Et donc, en traitant d'abord son intestin, on peut influencer sur tout le reste du corps. C'est clair, ça change tout, point de vue immunité et même point de vue maladie auto-immune. Donc, déréglant l'immunité, on fait des anticorps contre soi. Et on voit ça dans nos patients. Quand nos patients mangent mal, donc ils mangent le matin des tartines, des sandwichs, ils mangent des pâtes à blé, ils sont portés sur les produits laitiers, ils ont tous des flores intestinales catastrophiquement déséquilibrées. Et c'est un gros travail qu'on a en consultation, c'est d'apprendre aux patients à manger convenablement. Tout ce qui est light et zéro. Les produits laitiers avec grande modération, parce qu'en plus c'est pro-cancérigène, bon, ça c'est un autre sujet. Et également le problème c'est que le blé moderne est catastrophiquement modifié, je dirais quasiment génétiquement modifié pour des tas de raisons, et il a un aspect inflammatoire chez quasi 100% des patients qui en mangent encore. Donc il faut se porter vers des blés ancestraux, sarrasin, et éviter absolument tous ces blés modernes qui sont très mauvais pour la santé. En fait, au-delà d'adapter son régime, alors enfin, j'imagine qu'il y a aussi des choses à adapter dans son régime alimentaire, mais c'est plus la provenance et la qualité des aliments qui est importante, encore plus que la variété et que le menu qu'on va composer. Oui, c'est-à-dire que les deux sont liés, actuellement, on voit que les carences nutritionnelles sont systématiques pour toute une série de vitamines, d'oligo-éléments, si le patient ne se supplémente pas. Donc actuellement, il est virtuellement impossible d'avoir tout ce qu'il faut en mangeant même parfaitement bien. Pour des tas de raisons, on est moins physique, on mange moins qu'avant, donc le nombre de calories par jour à gérer, donc le nombre d'oligo-éléments, de vitamines à gérer a diminué, la qualité des aliments, même si on mange bio, il faudrait manger des quantités astronomiques chaque jour pour avoir assez de zinc, assez de vitamine B, B12, etc. Et oui, la provenance des aliments, c'est capital, leur qualité, mais comme on est moins physique, on mange moins qu'avant, donc on a moins de nutriments favorables à la santé dans l'assiette. Ouais. D'où l'utilité aussi de prendre ces compléments. Dr Hertog, vous l'évoquiez en première partie, l'importance des voies respiratoires. C'est lié à l'humidité ambiante dans laquelle on vit, parce que les voies respiratoires, c'est la première barrière, c'est la première armure contre une possible infection.
Oui, dans la prévention, c'est pas qu'un système immunitaire avec des cellules, etc. C'est carrément la peau et les muqueuses respiratoires et intestinales qui permettent de bloquer l'entrée d'un virus. Et c'est très important. Par exemple, justement, la vitamine D est une vitamine D qui renforce les attaches entre les cellules. Quand vous avez trop peu de vitamine D, c'est un peu comme si les muqueuses craquent et sont ouvertes. Et alors, revenons un peu dans la sécheresse. Lorsqu'il fait trop sec, ça rend les muqueuses très fines, très sèches et ne se défendent pas bien. Et alors le virus et les bactéries rentrent facilement. Et c'est vraiment très important. Hein. D'ailleurs, la seule raison, pratiquement, à mon avis, pourquoi on a des grippes et des infections en hiver et pas en été, c'est qu'il fait trop sec. On chauffe et on oublie de rectifier l'humidité. Alors, comment reconnaître lorsqu'il fait trop sec dans une pièce? En fait, il existe un petit outil qui s'appelle un hygromètre qui permet de le détecter et on peut voir l'humidité. Qui mesure directement le taux d'humidité. Mais vous pouvez vous-même, rien que sur base de vos lèvres, le savoir. Si vos lèvres sont très sèches et très craquelées, c'est souvent dû à une sécheresse trop importante de la pièce. Et alors là, c'est le signal d'alarme, en tout cas pour moi, en tout cas pour remettre plus d'humidité. Et à ce moment-là, on fait comment? C'est bêtement avec un humidificateur ou il y a d'autres Il a encore un moyen plus bête, je dirais, ou plus simple, qui est de prendre un essuie-main et de le mouiller et de le mettre sur un radiateur. Et alors, ça se dégage très rapidement et en très peu de temps, la pièce est plus humide et parfois, il faut remettre 2 ou 3 fois alors l'essuie-main si vous n'avez pas d'humidificateur. Sinon, le reste, c'est un humidificateur et il existe plusieurs humidificateurs, mais il existe de très bons humidificateurs actuellement qui propulsent la vapeur et en très peu de temps, un quart d'heure de temps, en principe, vous avez déjà une pièce plus humide et qui d'ailleurs en plus donne l'humidité de la pièce, ce qui permet très vite de voir ce qu'il faut. Donc je pense que ce ne sont pas des outils trop chers, c'est vraiment des outils abordables. Et Sabine Wrangen, c'est concrètement, ça fonctionne comment? C'est l'idée de cet environnement plus humide, c'est ça qui va permettre de ne pas dessécher les muqueuses. En fait, plutôt que directement de les humidifier, on essaye on prend le problème a priori et pour être sûr qu'elle n'aille pas moins bien. Oui, c'est exactement ça. Donc les humidificateurs, comme l'a dit le docteur Hertog, vont procurer une atmosphère chargée en humidité et donc vos muqueuses vont être hydratées par la même occasion. Et donc concrètement, il faut aérer pour permettre un renouvellement de l'air ambiant, etc. Mais il faut en plus de la fraîcheur de l'air, entre guillemets, il faut aussi penser à son taux d'humidité. Exactement. Auquel on ne pense pas forcément. C'est en termes de résumé, en termes de médecine fonctionnelle, là on est aussi on est sur donc je suis très au fait depuis ma spécialité des années 80 de ce qui est agression des voies respiratoires supérieures et pour rebondir là-dessus, je sais que 80% donc beaucoup d'infections virales font perdre l'odorat. Et je connais ça depuis le début. Tous les collègues médecins généralistes ORL le savent. Et il se fait que 80% de la population est en carence de zinc. Et bien 80% des Covid, ils ont quoi? Une perte de goût d'odorat parce que le zinc sert à stopper la réplication virale via l'entrée dans le virus. Et donc également au niveau des muqueuses, ces déficits, que ce soit en vitamine D, en humidité, en zinc, en antioxydants, fait que les muqueuses sont beaucoup plus agressibles par le virus. Ouais, tout à fait. Et c'est un problème, un phénomène qu'on observe depuis longtemps, ça, c'est des environnements pas assez humidifiés, etc. C'est une conséquence de l'évolution de la vie, de la modernité et du fait qu'on aère peut-être un peu moins chez nous, qu'on n'a plus d'humidificateur. Exactement, on s'enferme, il y a des doubles vitrages, des triples vitrages, on ferme les portes, les fenêtres en hiver, on a des chauffages qui sont très desséchants et tout ça, ça fait un ensemble de choses qui fait que voilà, on a ce problème de... Ça, c'est pas une nouveauté, on le remarque aussi. Avant vous vouliez ajouter encore? Oui, je voulais ajouter en fait pourquoi ouvrir les fenêtres. C'est pas seulement pour changer l'air et avoir plus d'oxygène, mais on a parlé du microbiote. Donc il a un microbiote intestinal, mais vous savez que 85% de ce microbiote intestinal vient de la respiration, que nous respirons des bactéries qui sont dans l'air ou des virus. Et donc il a ce qu'on appelle un microbiote dans la pièce.
il a aussi un microbiote extérieur qui contient 2 fois plus de bactéries et autres, qui sont souvent des bonnes bactéries, justement. Et en faisant ça, vous avez ces bonnes bactéries, finalement, qui peuvent aider à l'élimination des mauvaises ou des mauvais virus. Et donc, il est aussi important de penser à un microbiote. D'ailleurs, moi, ça paraît peut-être un peu aller loin, mais j'ai des solutions de bonnes bactéries que j'asperge dans mon bureau et qui permettent d'améliorer le microbiote ambiant. Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'infection pour l'instant dans ces lieux-là. Dernière chose, parmi les bons conseils qui sont proposés dans votre lettre ouverte, c'est le rappel des gestes barrières, tout simplement. On ne le répétera jamais assez à quel point c'est important. Et on a voulu aller un peu plus loin et rectifier certaines choses en disant il faut porter le masque. Et porter le masque, on l'a dit, même un célèbre épidémiologiste l'a dit, et maintenant je crois qu'il a changé d'avis, mais a dit que ça ne servait pas à protéger la personne des infections. Ça permet à protéger l'autre personne. Celui qui veut, c'est ça. Oui, mais ce n'est pas vrai. Des études, justement avec Covid, l'ont montré sur des cobayes. Lorsqu'on mettait sur une cage un masque et qu'on avait un ventilateur qui allait apporter les virus d'un cobaye qui était infecté, en fait, ce masque permettait d'avoir 2 à 3 fois moins d'infections. Et si on mettait des masques des deux côtés, on avait carrément 3 à 4 fois moins d'infections. Donc, il existe des études qui montrent ça. Et je pense que c'est très important. C'est-à-dire, c'est normal de dire, et on porte un masque, il y a une barrière. Et si l'autre porte aussi un masque, il y a une deuxième barrière, il y a moins de propagation. Donc, je pense que c'est utile parce que notre position, c'est que si on fait tout ça, on devra probablement beaucoup moins confiner. On confinera juste les plus fragiles et l'économie pourra aussi redémarrer et toutes ces personnes qui veulent se rencontrer peuvent se rencontrer plus facilement, mais peut-être avec un masque de chaque côté. Merci beaucoup en tout cas pour toute cette série de conseils. On fait une deuxième et dernière pause dans cette émission. On revient juste après avec les conséquences aussi sur toutes les autres maladies de la multiplication des gestes barrières. Cela nous a peut-être permis d'éviter toute une sorte de choses. On revient juste après ceci. Est-ce que conduire une BMW... La troisième et dernière partie du Pour Info, qui se penche aujourd'hui sur l'immunité, sur la prévention comme moyen de lutter contre l'épidémie de coronavirus. Docteur Sabine Vanken, ces nouvelles habitudes, ces habitudes répétées que l'on a remis peut-être dans la tête de la population, l'importance de l'hygiène des mains, des gestes barrières, ça a permis aussi en termes de santé publique d'éviter d'autres maladies, puisqu'évidemment si l'idée c'est de bloquer les chaînes de transmission, on ne s'attaque pas uniquement à la chaîne de transmission du Covid-19, mais à toutes les chaînes de transmission d'infections possibles. Oui, il y a moins d'infections respiratoires pour le moment. C'est clair que les enfants vont avoir moins de rhume. L'épidémie de grippe va être également beaucoup diminuée grâce à ces gestes barrières. Ça fait partie, Dr Hertog, des habitudes et presque des conséquences positives de cette épidémie qu'on pourrait garder, de se dire si avoir remis un gros coup de projecteur, par exemple, sur l'hygiène des mains, ça fera de toute façon pas de mal à la santé publique. Oui, et ça posera aussi d'autres problèmes parce que nous sommes une population dont la moitié en Belgique est latine, donc aime bien se toucher, etc. Et dans ces gestes barrières, est de ne pas se toucher, de ne pas se donner un bisou, etc. Et donc il y a quelque chose à rectifier là, mais en tous les cas, ça peut aider. J'imagine un futur, pendant 1 an ou 2, où en tous les cas, on va porter des masques beaucoup plus facilement et mettre des plexiglas, comme il y a ici également. Chez nous, dans les bureaux, on a aussi un plexi, donc c'est une deuxième barrière. C'est pas mal, mais je pense, et c'est pour ça que nous venons avec ce message positif, si on stimule l'immunité, ces gestes barrières sont moins importants et on pourra peut-être redevenir affectueux. Parce que c'est ça le problème du Covid, c'est le manque d'affection que les personnes des homes reçoivent, dans les familles, on s'échange, etc. Et donc, c'est pour ça que nous proposons, pour pouvoir avoir pas trop de gestes barrières indispensables, de stimuler l'immunité. Il y a au niveau des interactions entre, enfin pas des interactions entre les différentes maladies, mais la façon qu'a le corps de réagir. Docteur Résimon, une question que je me pose depuis le début de cette épidémie. J'ai l'impression effectivement qu'il y a beaucoup moins de petites grippes, de rhumes, etc. Comme si le corps se disait,
c'est pas le moment d'avoir le nez qui coule, c'est pas le moment de commencer à tousser parce que ça va être lié au Covid. Et donc, comme si c'est possible que le corps se dise de lui-même, je blinde mes défenses pour être sûr, parce que c'est pas une période où il faut tomber malade. C'est clair que le cerveau a un impact sur l'immunité. Donc, quand on est un peu dépressif, on n'est pas bien, on se défend moins bien, ça c'est clair, on est un peu un oiseau pour le chat. Mais il faut quand même faire très attention aux statistiques de grippe, etc. Parce que je suis certain que énormément de grippes de l'hiver passé ont été étiquetées Covid. On sait que beaucoup de morts, et même certains suicidés, ont été étiquetés de Covid, des infarctés ont été étiquetés. Donc il faut faire très très attention aux statistiques. Et c'est pour ça que je remercie aussi LN24 de m'avoir invité, d'avoir enfin un discours un peu différent de ce que beaucoup entre guillemets experts nous serinent tous les jours. Oui, le Covid a changé certaines choses, mais il y a beaucoup d'infections. Il y a beaucoup de pneumonies qui auraient quand même eu lieu s'il n'y avait pas eu le Covid. Donc il y a quand même, je crois que la mortalité par Covid était surestimée parce qu'on a fait passer pas mal de maladies infectieuses sur Covid. Alors beaucoup de gens sont morts avec le Covid, mais je crois qu'il y en a beaucoup moins qui sont morts de Covid. Ok. C'est de Dr Hertog dans le message que vous auriez voulu faire passer après avec cette carte blanche, c'est effectivement cette question de l'immunité. Il faut que le monde politique s'en empare aussi. Oui, je pense que le monde politique est très important parce que le monde politique peut diffuser un message sur l'ensemble de la Belgique et qui est que chacun se prenne en charge, parce que c'est vraiment ça. C'est pas que le gouvernement se prenne en charge tout le monde, c'est un message positif, que les gens se prennent en charge, qui prennent des suppléments de vitamine D et de zinc, qui mettent une humidité convenable, qui mangent correctement et qui mettent quand même les masques quand c'est nécessaire, parce que le masque protège quand même considérablement. Et ces 5 petits gestes ou ces 5 petites interventions peuvent faire une très grande différence. Est-ce que ça va diminuer de 5 fois ou de 2 fois ou de 10 fois la mortalité par Covid-19? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, je crois que ça aura un impact positif et je crois personnellement, et je crois que tous ceux du groupe pensent aussi, qu'on devra beaucoup moins confiner et qu'économiquement, ce sera beaucoup mieux pour la population. Dr Vanken, c'est effectivement on sait qu'il y a de plus en plus une certaine lassitude et peut-être plus de difficultés à suivre les mesures de prévention. Là, proposer aussi quelque chose de simple, d'accessible, il y a une possibilité que ce soit suivi ou ça va rentrer dans comme le reste de l'ensemble des mesures et donc il y a un risque de peu de suivi par la population. Bon, moi, je pense que les gens sont ouverts à d'autres solutions. Plus on en a, mieux c'est. Plus on a d'outils pour faire face à la crise, au mieux c'est. Et surtout quand ce sont des outils simples, accessibles et peu chers. Donc là, ce qu'on propose, c'est vraiment quelque chose qui est accessible à tous. Donc je pense que la population sera ravie de pouvoir participer à cette solidarité. Docteur Hertog, même question, c'est l'idée de réussir à convaincre toujours une population qui a peut-être un petit peu de plus en plus de mal à l'être. Elle a du mal à suivre les directives parce qu'elle est obligée de se frustrer, de ne pas rencontrer d'autres personnes, de ne pas bouger, de rester à la maison, etc. Et nous, ce qu'on propose, c'est que peut-être toutes ces mesures-là seront beaucoup moins nécessaires si vous prenez en charge et vous mangez bien et vous stimulez votre immunité par des suppléments nutritionnels et vous faites un peu attention à l'humidité, sera beaucoup mieux. Et je pense que c'est vraiment une solution de sortir de la crise. Eh bien, ça permet. Dr Vanken. Moi, ce que je constate en consultation, c'est vraiment qu'il n'y a aucune résistance par rapport à la prescription de vitamine D, de zinc. Ça passe comme une lettre à la poste. Les gens sont enthousiastes. Les gens sont enthousiastes et d'avoir d'autres outils, parce que franchement, on nous propose pas grand-chose. Donc là... C'est basique, c'est tellement simple et c'est efficace. Trop simple. C'est ça, on peut presque, ça me plaît pas. presque se dire c'est trop facile alors que il suffisait. Et c'est une petite des petits compléments à prendre effectivement qui ne coûtent pas cher et qui permettent de produire pas mal d'effets. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Le docteur Thierry Hertog, spécialiste en médecine hormonale. C'est plutôt médecin généraliste et j'ai une expérience dans les hormones. Une expérience dans les hormones. Stéphane Résimon, Samine Vanken, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, comme toujours sur LN24, c'est avec l'info que vous avez rendez-vous. Moi, je vous dis à très vite. Excellente journée.